Bonjour les quatrièmes, on se retrouve pour un nouveau cours de géographie. Donc on commence un nouveau thème, c'est le thème 3, c'est le dernier thème de géographie de l'année, des espaces transformés par la mondialisation. Donc pour ce premier cours, vous allez avoir besoin de télécharger sur Éclat activité 1 donc en PDF et ou activité 1 version Paint. Alors, pourquoi et où? Donc, si vous avez la possibilité, si vous avez une imprimante chez vous, et si vous pouvez imprimer l'activité 1, télécharger l'activité 1 en PDF et imprimer-la. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, dans ce cas, vous ferez l'activité sur Paint, je vous montrerai comment tout à l'heure. Et par contre, à la rentrée, il va falloir que vous notiez que vous aurez besoin de cette activité en version papier. Je vous la réimprimerai évidemment et comme ça vous pourrez la compléter en version papier. Là, malheureusement, j'ai pas d'autre solution. Là, c'est les limites du distanciel. Alors pour ce premier cours, je vais vous introduire cela avec ce site-là. On est sur marinetraffic.com. C'est un site qui répertorie tous les navires qui sont en circulation en temps direct. Donc cela, c'est-à-dire que vous avez devant vous tous les points correspondent à des navires qui sont en train de bouger sur l'eau en ce moment même, au moment où je vous parle, donc le 7 avril. Chaque point correspond à un navire et la couleur est différente. Vous voyez qu'on a des couleurs différentes. Les navires verts correspondent à des navires qui transportent des marchandises quelconques. Les navires rouges correspondent à des tankers, c'est-à-dire des pétroliers, des navires pétroliers qui transportent du pétrole. Les navires oranges, ce sont, donc là vous avez marqué fishing, donc ce sont des navires de pêche. Vous en avez des bleus, donc là c'est des remorqueurs et de autre chose encore. Special craft, c'est des artisanats spéciaux. Donc voilà, vous voyez un petit peu tout. Vous voyez qu'on est quand même beaucoup plus sur du vert, du rouge, et surtout, vous voyez, là on est sur une carte du monde entier. Alors vous n'êtes pas surpris, hein, vous avez le monde en deux côtés là. On est sur une planisphère avec les autres côtés du globe du coup. On est surtout sur une carte qui est remplie, elle est remplie. Vous avez de véritables autoroutes là, du trafic maritime, et il y a certains endroits qui attirent un peu plus l'œil. Par exemple, on voit ici, là, par là, on voit que par là c'est bondé, on voit que par là aussi c'est bondé. Donc ça veut dire qu'il y a des espaces maritimes plus importants que les autres. Ça veut dire aussi qu'il y a des routes maritimes, ça veut dire qu'il y a des routes qui sont stratégiques, qui vont être importantes. Et ça veut dire qu'il va y avoir des points qui vont être un peu plus chauds que d'autres, on va dire. Et ça nous montre aussi, avec cette carte, l'ampleur du commerce mondial. Je vous rappelle qu'on avait vu ce que c'était la mondialisation, donc c'est l'intensification des échanges à travers le monde. Ici, vous les voyez parfaitement, cette intensification des échanges mondiaux avec chaque bateau, là, chaque bateau transporte des milliers et des milliers de marchandises à travers le monde. Alors si on zoome un peu plus, hop, voilà, on se rapproche un peu plus. Là, on voit qu'on a une concentration de gens. On peut même cliquer sur les navires. Alors, ça va dépendre des données satellites, puisque tous les bateaux en fait ont des GPS, c'est ce qui permet de voir. Tous les bateaux ont des GPS et ils envoient ça donc par des satellites, et c'est comme ça qu'on sait qui est qui et qui est où. Alors, si vous zoomez un petit peu, vous pouvez sélectionner aussi des bateaux, voir d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils partent. Donc par exemple, là j'en ai sélectionné un. Ici c'est le Marfa, donc c'est le nom du navire. Il transporte donc crude oil, c'est du pétrole pur, brut, dans son tanker. Donc on peut voir même le Marfa, le voici. On a donc l'icône qui nous indique que c'est du pétrole, et on nous indique qu'il part de Singapour, donc SG c'est pour Singapour, c'est le nom du port duquel il est parti, et qu'il se rend à Kochi, donc Kochi ça se trouve en Inde, donc on nous indique aussi que donc il est en train de bouger là, sa vitesse, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Alors il y en a certains qui sont
bloqué. Alors voilà, celui-là. Donc c'est le PIS, donc la paix. Vous voyez que a priori c'est un bateau qui a été construit en Asie. On nous dit qu'il part du port de Kinzhou en Chine et qu'il va à Santos, donc au Brésil. Et celui-là, il transporte bulk. Bulk, c'est du transport de masse, donc des objets, des conteneurs avec un peu de tout. Et donc on nous indique lui aussi qu'il est en mouvement, la vitesse à laquelle il va, etc. Donc voilà, vous pouvez faire l'essai comme vous voulez, hein, chez vous, là c'est assez marrant. Vous pouvez voir à peu près tous les bateaux qui se déplacent et où est-ce qu'ils vont. Et nous, on voit bien que déjà, première chose, on a on a des espaces qui sont privilégiés. On voit que là, il y a des bouchons au niveau des côtes, c'est normal, c'est là où il y a les ports. Et on voit que ben là, par exemple, on a des endroits aussi qui sont un peu plus empruntés, là, par exemple là, par là. Par là, on voit que ça bloque aussi. On voit que par là, aussi en Europe, là au nord de l'Europe, ça bouge, dans la Méditerranée, etc. etc. Bref, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Quel est ce commerce mondial et voir, on va s'intéresser un petit peu aux mers, aux océans. Euh, Ça va être notre thème. Donc on avait vu dans les cours précédents qu'est-ce que c'était la mondialisation, comment ça se traduisait concrètement. Là, on va voir quels sont les impacts de la mondialisation. Donc c'est notre thème 3, des espaces transformés par la mondialisation. Comment la mondialisation modifie-t-elle les espaces? Mettez sur pause pour pouvoir écrire ce titre, et puis on va écrire ensuite le titre du chapitre. Donc voilà le titre du chapitre. On va s'intéresser en chapitre 1, mer et océan dans un monde maritimisé. Un espace économique de premier plan, donc la mer, hein, les océans, c'est un espace économique de premier plan, c'est notre A. Et on va regarder quel est le rôle économique des mers et océans dans la mondialisation. Alors première chose, donc, vous allez prendre l'activité 1, les espaces maritimes stratégiques. Donc si vous avez pu télécharger l'activité, collez-la dans votre cahier, ne la pliez pas parce que c'est une carte, donc évidemment ça ne sera pas pratique à lire ni à remplir, et vous remplissez directement sur la fiche. Donc pour cette activité, vous avez ceci, c'est une carte du monde et ce sont des endroits stratégiques dont on va parler, des espaces maritimes stratégiques dont on va parler pendant ce cours. Si vous avez le PDF, vous allez tout simplement remplir au fur et à mesure, je vous indiquerai quand évidemment, remplir les cases qu'il faut. Donc on va remplir le nom donc soit de ports, des ports mondiaux, donc ce seront les points rouges, soit des détroits, donc ce seront les triangles, soit les principaux canaux, ce sont les traits que vous avez ici. Et on indiquera également qui est le premier port mondial. Enfin, on parlera du trajet de l'Ever Given. Donc c'est un navire dont on va parler un peu plus en détail. Vous en avez peut-être entendu parler très récemment dans les médias, parce qu'il a beaucoup fait parler en mars 2021. Hein. Donc vous allez compléter ça au fur et à mesure et il faudra ensuite colorier. Pour ceux qui ont l'activité sur Paint, donc voici l'activité. Vous ne pouvez pas évidemment remplir comme ça, donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez pareillement hein, les cubes avec les traits ici. Alors vous ne pouvez pas remplir comme ça, donc comment est-ce qu'on fait? J'ai mis en bas des étiquettes qui correspondent aux différents endroits que vous allez remplir. Donc par exemple Los Angeles. Comment est-ce qu'on fait? Vous cliquez sur sélectionner ici, vous sélectionnez votre carré, vous le bougez, et vous le mettez directement au bon endroit. Donc Los Angeles, hop, c'est là. Voilà, tac. Alors il vous faut le couleur blanc là derrière, comme ça laisse pas une trace orange. Et donc voilà, vous avez le bon endroit comme ça. Le but de cette activité, c'est de voir où sont les différents points principaux. Donc pareillement, je vous demanderai de compléter ce qu'il faut et ce qui manque en même temps que les autres. Le but à la fin, c'est que vous vous souveniez, c'est que vous vous rappeliez de où sont placés ces points. Ça va être, je vous le dis tout de suite pour le contrôle. Hein. Pour le contrôle, vous aurez à placer les détroits, les ports, les canaux
au bon endroit. Peut-être pas toute la carte, mais un certain nombre d'entre eux en tout cas. Donc voilà, le but pour vous, c'est faire un petit, on va dire, c'est un petit jeu de mémoire, hein. Vous essayez de placer les étiquettes au bon endroit. Donc on commence l'activité. On va d'abord regarder les espaces qu'on a vus qui bloquaient, certains espaces qui étaient beaucoup plus bouchonnés que les autres. Ici, donc, on est sur une carte qui montre les principaux détroits et les canaux dans le monde. C'est une carte qui a été faite par School Move et que j'ai récupérée donc, le 7 avril 2021 sur leur site. Euh, on est donc face aux principaux détroits. Les détroits, qu'est-ce que c'est? Ça, normalement, ça devrait être un souvenir, hein, mais bon, on revient dessus. Un détroit, c'est un passage de mer entre deux terres, donc c'est un passage de mer étroit entre deux terres. Ça fait là aussi une sorte de canal, sauf que ce canal, par contre, il est naturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas creusé la terre pour avoir cet espace-là, c'est naturel. On a deux terres qui sont très proches les unes des autres et on a un bras de mer qui passe. Ces endroits sont évidemment très stratégiques, puisque ça veut dire que si on veut rejoindre par là à l'intérieur de la mer Rouge, on est obligé de passer par ce détroit de Bab el-Mandeb. Là, pareil, si on veut couper, si on arrive d'ici, par exemple de Chine, qu'on veut couper, on ne peut pas passer par là, évidemment il y a de la terre, donc on va être obligé de passer par là pour aller vers l'Inde, ou alors de faire tout ce détour-là. Donc ça veut dire qu'on a des endroits qui sont évidemment très stratégiques. Pareil pour la Méditerranée, on est obligé, si on veut rentrer à l'intérieur de la Méditerranée, passer de l'océan à la mer, de passer par Gibraltar. Donc ce sont des endroits hautement stratégiques qui sont très importants pour le commerce mondial. Si ces endroits-là sont bouchés, le commerce mondial est stoppé. On a un ralentissement très fort puisque on ne peut plus emprunter cette route. Ce sont vraiment des passages importants et indispensables. Vous avez les détroits qui sont des passages naturels et l'homme a créé par contre des canaux. On en a ici les deux plus gros, les deux principaux, le canal de Suez et le canal de Panama. Donc le canal de Suez se situe en Égypte et il permet de passer ici depuis le détroit de Bab el-Mandeb jusqu'au canal de Suez, rejoindre directement l'intérieur de la Méditerranée plutôt que de faire le tour de l'Afrique. Le canal de Panama a la même utilité mais pour l'Amérique, donc il se trouve à Panama. L'objectif donc c'est de pouvoir passer directement d'un côté à l'autre de la côte américaine plutôt que de devoir contourner tout le continent sud-américain pour passer de l'autre côté. Vous pouvez du coup écrire le nom de ces canaux et si vous êtes dans l'activité, compléter avec les étiquettes les canaux et les détroits. Et une fois que vous avez complété ça, on passe à la suite. Alors voici un des lieux stratégiques sur lequel on va s'intéresser un peu plus, c'est le canal de Suez. Je m'y intéresse avec l'actualité, donc avec le navire Ever Given. Pourquoi? Parce que le navire Ever Given, donc c'est un énorme navire qui transportait du pétrole, qui a voulu passer par le canal de Suez et à cause d'un vent violent, si je ne me trompe pas, s'est échoué sur le canal et donc il s'est mis en biais, il était sur le côté en biais et il a complètement bloqué le canal. Et donc on avait pendant une semaine des centaines de navires qui sont restés bloqués à l'entrée du canal parce qu'ils ne pouvaient plus passer. Le canal était bloqué. Alors quel est l'intérêt d'emprunter ce canal? On est toujours face à une carte ici, toujours de School Move, et donc l'intérêt vous l'avez ici, vous l'avez à la fois sur le tracé là, qu'on peut comprendre, et vous l'avez ici. Donc si on passe ici du golfe Persique pour aller à Rotterdam, qui est l'une des grandes destinations européennes par navire, vous mettez ici 14 jours par le canal de Suez, 24 par le cap de Bonne-Espérance, ici dans le sud de l'Afrique. C'est le double, pratiquement le double en termes de kilomètres, le canal de Suez et le cap de Bonne-Espérance. Donc c'est une économie de temps, c'est aussi une économie d'argent. Pourquoi? Parce que les 8000 km que vous allez parcourir en plus pour passer par le cap de Bonne-Espérance, c'est 8000 km de pétrole que vous allez devoir consommer en plus. Et sachant qu'on a des navires qui sont de plus en plus grands
et de plus en plus gourmand en pétrole, ce sont des économies d'argent qui sont absolument énormes. Le passage par ces canaux sont payants. On doit payer une taxe, si vous voulez, pour passer par le canal de Suez. Le canal appartient à l'État égyptien, mais même en payant cette taxe, ça reste quand même beaucoup plus avantageux de passer par là que de faire tout le tour de l'Afrique, sauf si évidemment vous devez vous y rendre au passage. Ensuite, on voit que ces navires, on a dit qu'ils partaient d'un endroit et ils arrivent à un autre. On a des façades maritimes qui du coup sont plus importantes que les autres. On a vu qu'il y avait des côtes qui étaient beaucoup plus bondées que les autres. C'est dû à l'importance des ports mondiaux. Donc là, vous avez les principaux ports mondiaux en 2019 et les grandes façades maritimes du commerce. On est toujours sur une carte, on est toujours avec School Move et on est toujours avec, je vais récupérer cette carte toujours à la même date. Et ici, ce qu'on peut voir, donc, c'est l'importance déjà de 3 continents. Le côté Asie-Pacifique. Ici, 2, l'Europe du Nord-Ouest. Et enfin 3, l'Amérique, avec le côté nord-est et le côté nord-ouest. L'Amérique du Nord. Ce qu'on voit aussi, du coup, ce sont les grands absents de la mondialisation, en tout cas des axes les plus importants de la mondialisation, puisque ces continents en font quand même partie. Vous avez l'Afrique, qui ne possède qu'un seul grand port mondial ici, et l'Amérique du Sud également, qui ne possède pas de grands ports mondiaux en 2019. On a également, si vous regardez toute la côte russe là, qui ne prend pas de grands ports mondiaux. Ça veut dire qu'on a quand même des ports importants dans ces pays-là, mais qui ne sont pas à l'échelle du monde les plus importants, les plus forts. Alors ce qu'on peut voir également sur cette carte, c'est quand même la domination absolument extraordinaire de l'Asie-Pacifique. Là, quand vous regardez le nombre de ports mondiaux que vous avez sur cet espace-là, sur cette façade maritime-là, on voit tout de suite que on est face à un espace maritime d'une très grande importance. Alors l'Ever Given, le navire dont je vous parle, lui, il partait de Ningbo, ici, qui s'appelle aussi Zhoushan. Donc Ningbo Zhoushan, il part ici, et de Ningbo, il est parti donc là, il est passé par Malacca, contourné l'Inde, ici, et il est arrivé donc jusqu'au canal de Suez. Les navires préfèrent plutôt longer les côtes que passer au milieu de l'océan, pour une raison toute simple. Au milieu de l'océan, vous avez des conditions climatiques qui sont plus difficiles. Vous allez avoir des vagues plus grandes, etc., des vents plus violents. Donc on préfère plutôt passer proche des côtes parce qu'on a des conditions de navigation qui sont plus simples. Donc on va passer par là, hop, Singapour, on va plutôt longer l'Inde que vraiment passer en plein milieu de l'océan là comme ça. On va jusqu'à Suez, on passe Suez et sa destination c'était Rotterdam, donc ici. Donc vous pouvez faire ce trajet déjà sur votre carte. Avec l'activité sur Paint aussi, vous pouvez le faire. Donc vous partez de Ningbo et vous allez ici en passant par Suez jusqu'à Rotterdam. Donc si on reprend le trajet l'Ever Given, par exemple je fais le trajet avec du violet là pour que ça soit bien clair. Ningbo c'est ce port-ci, vous prenez donc l'outil crayon, hop, et l'Ever Given est passé par là, comme ceci, donc par le détroit de Malacca, hop, il va par ici, le détroit de Bab el-Maled, hop, et Suez, un nouveau détroit ici à Gibraltar, et on arrive à Rotterdam. On peut voir ici là déjà que rien que sur ce trajet de l'Ever Given, on passe par 1, 2, 3, 4 endroits stratégiques, endroits particulièrement stratégiques, avant d'arriver à notre destination. 3 détroits, un canal. Alors je vous laisse cette carte affichée comme ceci, comme ça. Vous pouvez compléter
sur votre activité Paint ou avec votre PDF les différents ports qui se trouvent ici. Je vous ai mis les ports les plus importants, je vous en ai mis que quelques-uns parce que il y en a beaucoup trop. On va pas tous les noter. Donc je vous ai mis Rotterdam aux Pays-Bas. Nous sommes sur le premier port européen ici à Rotterdam et l'un des plus grands ports mondiaux. On est sur le 11e port mondial avec Rotterdam. J'ai mis New York, South Louisiana ici, Los Angeles, Vancouver. J'ai mis le port de Shenzhen, faites attention à l'orthographe au H. Shanghai qui est le premier port mondial, donc c'est là où il y a le plus d'échanges au monde. Je vous ai mis évidemment Ningbo, donc Shanghai est au-dessus, Ningbo est en dessous, et Busan en Corée. Donc le navire Ever Given dont je vous parlais, le voici. Donc ici on est sur une photographie, c'est la nature du navire Ever Given bloquant le canal de Suez. Donc là vous êtes sur un des passages de ce canal. L'auteur c'est Maxar Technologies et on a le 27 mars 2021. Le sujet c'est un super tanker bloquant le chemin donc du commerce mondial. Donc ici vous le voyez, hein, il s'est mis en travers et on a mis une semaine à le bouger. Pourquoi? Parce que on se trouve bien face à un super tanker, pas juste un tanker. Un tanker, c'est un navire pétrolier. Un super tanker, c'est vraiment les navires pétroliers les plus gros, les plus immenses. Celui-ci fait 220 000 tonnes de marchandises. Un super tanker fait normalement le minimum, disons, pour être déclaré super tanker, c'est 100 000 tonnes. Donc vous êtes sur des navires qui sont monumentaux, qui sont énormes, qui montrent aussi l'importance des échanges mondiaux, puisqu'on a des bateaux de plus en plus grands, de plus en plus gros, transportant de plus en plus de marchandises. Les conséquences du blocage de l'Ever Given, elles sont énormes. Ici, je vous ai mis le titre d'un article en ligne du journal Les Échos, le 25 mars 2021, et vous avez là les conséquences économiques de ce blocage. 10 milliards de dollars de marchandises bloquées dans le canal de Suez, plus d'une centaine de navires sont à l'ancre aux entrées nord et sud de la voie navigable reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge. Près de 12% du commerce mondial transite par cette route maritime. Son blocage a provoqué un regain de volatilité sur les cours du pétrole. Donc ça, c'est un événement qui est énorme. C'est la première fois qu'on a un tel blocage. Et ce bouchon fait qu'on a des milliards de dollars de marchandises qui sont bloquées dans le canal et à l'extérieur du canal, hein, qui attendaient à l'entrée et à la sortie du canal. Vous voyez que juste ce canal de Suez, 12% du commerce maritime y passe. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour 10 bateaux qui vont sur l'eau, 1 sur 10 va forcément passer par le canal du Suez. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est énorme, comme vous pouvez le voir là, c'est des milliards de dollars hein, à chaque fois qu'ils passent. Et le blocage a provoqué un regain de volatilité sur les cours du pétrole. Ça signifie quoi? Ça signifie que oui, c'était un bateau qui transportait du pétrole. Il y a plusieurs autres navires pétroliers qui ont été bloqués. Et donc par conséquent, les cargaisons de pétrole qui devaient arriver en Europe ou dans le reste du monde ne sont pas arrivées. Moins de pétrole, moins de marchandises, donc les prix augmentent, les prix flambent. Et c'est ce qui s'est passé, et les prix risquent de rester hauts jusqu'encore pendant le mois d'avril, à cause de tous ces retards qui ont été créés par l'Ever Given. Donc on va écrire la trace écrite, qui résume ce qu'on vient de dire. Les mers et océans sont les routes primordiales du trafic maritime. Dans ce trafic, certains espaces sont stratégiques, comme les détroits ou les canaux. Certains espaces portuaires sont également stratégiques de par leur importance et leur capacité à capter le commerce mondial. On va prendre l'exemple de l'Ever Given qui nous montre bien tout ça. En 2021, le navire Ever Given, qui partait de Ningbo en Chine pour rejoindre Rotterdam aux Pays-Bas, a bloqué le trafic mondial pendant une semaine après s'être échoué dans le canal de Suez en Égypte. Mettez sur pause pour écrire cette trace écrite, et ensuite vous avez vu qu'on a deux mots soulignés, donc du lexique. Donc pour le lexique, vous avez ici trafic maritime, ensemble de la circulation des navires sur les mers et les océans, et un détroit, je rappelle,
passage étroit de mer ou d'océan entre deux terres rapprochées. Alors voici petit truc que j'ai trouvé assez rigolo. C'est donc un site marseillais, actumarseille.fr, donc c'est un journal local, le 29 mars 2021. Nous sommes face ici à une simulation de la taille de l'Ever Given par rapport au stade Vélodrome de Marseille. Le sujet, donc, c'est porte-conteneurs et supertankers, des mastodontes des mers, donc mastodontes, des géants, des énormes bateaux. Donc ici, c'est un site qui s'appelle Ever Given Everywhere, pareil que vous pouvez trouver sur Internet, qui vous propose de mettre le supertanker Ever Given à côté de où vous voulez en fait sur le monde. Et donc ici, le site marseillais s'est amusé à aller récupérer l'Evergiven et à le mettre à côté du bâtiment emblématique évidemment pour tout Marseillais qui se respecte, le stade Vélodrome. Et donc vous pouvez voir un petit peu, c'est à véritable échelle, c'est-à-dire que si vous mettiez vraiment le bateau à côté du stade Vélodrome, ça donnerait ça. Donc vous avez un bateau qui est encore plus long qu'un stade de foot. Donc c'est un bateau absolument incroyable, hein, absolument monstrueux qui prend, vous avez vu, pratiquement toute une avenue. Enfin, voilà, on a des bateaux de plus en plus grands, de plus en plus gros. Et ça, c'est vraiment une des conséquences de la mondialisation. Des supertankers, donc des navires pétroliers énormes, et également des porte-conteneurs. Donc les porte-conteneurs, ce sont tout simplement des navires qui, comme son nom l'indique, portent des conteneurs. Donc des conteneurs, ce sont des énormes boîtes métalliques dans lesquelles on met les cargaisons de manière générale. On va écrire la trace écrite maintenant qui est liée à ce qu'on vient de dire. Avec l'intensification des échanges liés à la mondialisation, des porte-conteneurs toujours plus gros traversent les mers. Le navire Ever Given, par exemple, est un supertanker de plus de 220 000 tonnes. Mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir écrire votre trace écrite, et ensuite vous voyez qu'on a encore des mots de lexique à écrire. Mondialisation, c'est déjà fait, mais il nous faut porte-conteneur et supertanker. Donc pour le lexique, ce sont deux mots assez courts. Porte-conteneur, grand navire transportant des conteneurs, on ne s'embête pas. Et supertanker, c'est un grand navire pétrolier transportant au moins 100 000 tonnes de marchandises. Alors vous en doutez, si la mer est un espace stratégique, ça veut dire également qu'il va y avoir des conflits. On a des conflits pour les routes, mais aussi on a des conflits pour les ressources qui se trouvent en mer. Alors je vais vous passer une petite vidéo, c'est une vidéo à propos d'un conflit entre le Japon et la Chine. Il y en a d'autres, pas forcément entre le Japon et la Chine, mais entre la Chine et d'autres pays. En ce moment, les Chinois sont assez agressifs, on va dire, sur ces questions-là. C'est dans leur stratégie et dans leur politique. Et donc c'est à propos des îles Senkaku. Vous allez voir, ce sont deux petits rochers, et pourtant deux rochers qui ont une importance extraordinaire. Je vous passe la vidéo et on regarde ça après. Petit archipel inhabité situé en mer de Chine orientale, les îles nommées Diaoyu par la Chine et Senkaku par le Japon sont revendiquées par les deux pays. Les premières traces écrites de ce territoire remontent au XVe siècle, mentionnées dans des ouvrages chinois publiés sous la dynastie Ming. Le Japon annexe les îles en 1895 avant d'en confier l'exploitation à un entrepreneur. Pendant près de 45 ans, elles abritent une pêcherie avant d'être de nouveau désertées au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1969, la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique déclare que la zone pourrait receler d'énormes réserves d'hydrocarbures. Les gouvernements de Chine et de Taïwan déclarent alors leur souveraineté sur ces îles en 1971. Les États-Unis, qui administraient l'archipel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rétrocèdent au Japon en 1972. Depuis, les îles sont gérées formellement par Tokyo, mais des bateaux chinois croisent régulièrement à proximité. Et des nationalistes chinois comme japonais ont débarqué à plusieurs reprises pour affirmer la souveraineté de leur pays sur le territoire. Le conflit entre la Chine et le Japon a été ravivé en septembre 2012 après le rachat des îles par le gouvernement japonais à leur propriétaire nippon. L'acte a été vu comme une provocation par la Chine où un sentiment anti-japonais a ressurgi. Donc vous avez pu voir la vidéo sur les îles Senkaku. Vous avez compris qu'on a des ressources stratégiques, des ressources importantes. La ressource stratégique, évidemment,
qui donne toute cette importance à ces cailloux, hein, ce sont littéralement des cailloux inhabités dans l'océan, c'est le pétrole, du pétrole qui pourrait se trouver sous la mer. Et ces ressources, elles sont stratégiques. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'en passer et on ne peut pas les remplacer. Ou en tout cas, on n'a pas encore trouvé le moyen de les remplacer de manière importante, vraiment de manière intense. Donc le pétrole, ça fait partie de ces ressources stratégiques. On a aussi des ressources peut-être plus classiques, hein, comme la pêche, mais la pêche, c'est aussi une ressource importante. Vous n'avez pas des poissons partout, ça pousse pas sur la terre. Donc vous avez des ressources stratégiques et vous avez des conflits qui peuvent être créés sur la mer à cause de ces ressources. Donc on va écrire la dernière trace écrite de ce cours. Les mers et océans sont également un lieu où se trouvent de nombreuses ressources, pêche, pétrole, etc. Ces ressources stratégiques peuvent créer des conflits entre les pays pour le contrôle d'espaces maritimes. Par exemple, la Chine et le Japon se disputent les îles Senkaku à cause des ressources de pêche et surtout du pétrole qui serait présent sous la mer. Mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir copier la trace écrite et ensuite on passera au dernier mot de lexique. Donc le dernier mot de lexique, le voici, ressources stratégiques, ressources rares et indispensables pour certaines activités humaines, donc pétrole, gaz, uranium, par exemple. Donc c'est tout pour ce cours, on se retrouve la prochaine fois pour continuer ce chapitre et on va parler maintenant la prochaine fois des impacts écologiques de cette nouvelle mondialisation sur les mers.